Bien, mes chers collègues, nous sommes réunis ce matin pour clore notre cycle d'audition sur la gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique et après plusieurs tables rondes consacrées aux multiples défis et enjeux qui pèsent sur la gestion durable et équitable d'une ressource dont nous savons tous désormais qu'elle se raréfiera. Au terme de 4 auditions plénières consacrées à la ressource en eau, je formule le vœu que les échanges aient permis à chacun d'entre vous d'être comme un poisson dans l'eau quand il s'agit d'envisager les enjeux hydriques. Notre cycle au long cours engagé ces dernières semaines a démontré qu'il n'était pas exagéré de considérer l'eau dans tous ses aspects comme l'un des défis du XXIe siècle. La sécheresse inédite de l'été dernier a mis en évidence les fragilités hydriques des territoires et le manque de robustesse de certains réseaux de distribution d'eau. Cette crise a heureusement pu être surmontée grâce à l'implication des acteurs de l'eau, de l'État, des élus locaux, mais nous devons y voir un indicateur de la fin de l'abondance aquatique dans notre pays. La raréfaction de la ressource en eau ouvre une nouvelle ère qui nous impose de changer de paradigme sur la gestion de l'eau. Nous devons dès à présent, sans plus attendre, préparer le futur hydrique de la France à l'aide de nouveaux instruments réglementaires, instruments administratifs et surtout financiers, et en simplifiant ce qui est inutilement complexe. Les conflits d'usage ne sont plus l'apanage des pays au climat désertique ou semi-aride. Les sécheresses estivales récurrentes sont la preuve que l'eau peut devenir une source de conflits à travers les tensions hydriques entre les différents usages, aussi vitaux les uns que les autres. Notre souveraineté alimentaire, résilience et autonomie de notre mix énergétique à travers la production d'hydroélectricité et le refroidissement des centrales nucléaires. Le développement du fret fluvial, que la Commission appelle de ses vœux, pour favoriser le report vers des modes de transport moins intenses en carbone, ou le nécessaire maintien de la biodiversité aquatique et des trames bleues, pour ne citer que les usages les plus intuitifs de l'eau. Face à cette crise révélatrice des fragilités hydriques de nos territoires, une prise de conscience commence à s'opérer. Les acteurs de l'eau, publics et privés, y ont vu une mise en garde douloureuse mais salutaire, dans la mesure où elle contribue à faire figurer à l'agenda politique des enjeux de résilience hydrique. Au niveau national, mais également à l'échelle locale. Après les assises de l'eau, le Varenne agricole de l'eau et l'adaptation au changement climatique et la séquence de planification écologique consacrée à l'eau, les constats sont clairs. Il n'est plus envisagé ni envisageable de continuer comme avant. La sobriété devient indispensable, la réutilisation doit être encouragée, il faut organiser le partage de l'eau de façon claire et lisible. En somme, la politique de gestion de l'eau doit gagner en agilité et en adaptativité. Mais prise de conscience ne suffit pas connaissance. Si nous entrevoyons les enjeux de la raréfaction de la ressource en eau, ils ne nous apparaissent pas encore clairs comme de l'eau de roche. La question mérite en effet d'être explorée sous l'angle des défis concrets et des incidences sur les pratiques et les usages. D'ailleurs, j'étais bloqué avec un camion, quelqu'un qui arrosait les trottoirs à Paris. Je trouve ça superbement étonnant. Enfin bon, c'est assez... donc il va peut-être falloir changer quand même les usages et les pratiques. D'ailleurs, la consommation avait envisagé de lancer une mission d'information au format flash consacrée au petit cycle de l'eau, avec pour point d'attention l'état et la performance des réseaux, ainsi que la qualité de traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Entre-temps, le groupe socialiste, écologiste et républicain souhaitait exercer son droit de tirage sur ce thème central et demander la création d'une mission d'information consacrée à la gestion durable de l'eau, l'urgence d'agir pour nos usages, nos territoires et notre environnement, qui sera présidée, ce dont je me félicite, puisqu'il s'agit des membres de la commission par notre collègue Rémy Pointreau, et dont le rapporteur ne sera pas Hervé Gillet, que je salue. Il m'a donc apparu opportun de laisser cette mission mener à bien ses travaux et d'attendre les conclusions et les recommandations qu'elle versera au débat public, afin de ne pas multiplier les instances travaillant sur des sujets similaires, conformément aux recommandations du groupe de travail sur la modernisation de nos méthodes de travail, présidé par notre collègue Pascal Gruny. À l'issue des travaux qui vont s'engager, il nous sera loisible, au besoin, d'approfondir le sujet si la mission commune d'information fait le choix de ne pas l'aborder.
Mais revenons à l'objet de notre table ronde d'aujourd'hui. Pour aborder ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir M. Frédéric Vaux, délégué interministériel en charge du suivi des conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation du changement climatique. M. Pellegrini, président de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Monsieur... Oui, c'est vous, mais il manque votre collègue. Monsieur Bruno Chergé, directeur des relations institutionnelles, régulation et coordination de l'eau, EDF Hydro. Et il manque Vaxen Andréassian, directeur de l'unité des hydrosystèmes continentaux anthropisés. J'invite chaque intervenant au cours de son propos liminaire, pas militaire, de 3 minutes maximum afin de laisser du temps aux échanges à présenter les défis concrets que pose la raréfaction de la ressource hydrique au regard de sa position institutionnelle ou scientifique. Grâce à la diversité des intervenants, les angles d'approche concernant les enjeux agricoles et la souveraineté alimentaire, les questions que devront résoudre les gestionnaires du petit cycle de l'eau, les implications concrètes de la raréfaction et de la saisonnalité plus marquée de la ressource pour la production d'électricité, et enfin, les défis tels qu'entrevus par un scientifique spécialiste de la modélisation mathématique des bassins versants, grâce à laquelle peuvent être produites des connaissances en matière de prévision des crues, d'étiage, d'évaluation des impacts du changement climatique, des sols et du climat, c'est-à-dire la richesse des points de vue. Je vous cède maintenant la parole. Place aux échanges. Qui veut commencer parmi les trois intervenants? Monsieur Vaux. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je voudrais aborder rapidement 3 points pour rester dans le temps imparti. D'abord, un rappel très rapide de ma mission comme délégué interministériel pour le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Ensuite, peut-être, mais vous avez dû en débattre, j'imagine déjà, qu'est-ce qu'on entend par raréfaction de la ressource en eau. Et puis un troisième point sur les grandes réponses qui sont apportées par le Varenne. Donc, tout d'abord, par rapport à ma mission, je ne suis pas un spécialiste ni scientifique ni technique de l'eau. J'en suis tout au plus un praticien puisque j'ai eu à gérer des épisodes de sécheresse avec des conséquences très différentes à Mayotte, puis comme préfet de la Corrèze. Ma mission, c'est la mise en œuvre du Varenne qui est centrée sur l'enjeu de l'eau en agriculture. Il faut juste rappeler que l'agriculture représente 9% des 32 milliards de mètres cubes de prélèvement, mais 45% des 5 milliards de mètres cubes de consommation de l'eau, et donc avant le secteur énergétique ou l'eau potable. Qu'entend-on par raréfaction de la ressource en eau? Pour cela, je souhaiterais me référer à la synthèse qui a été faite par la délégation à la prospective du Sénat à la fin du mois de novembre, qui nous dit « La France hexagonale se trouve en bordure de la zone d'aridification, comme l'on dit. La pluviométrie sera plus marquée par la saisonnalité. La moitié sud de la France connaîtra un climat plus sec et nous aurons une baisse des débits des cours d'eau. Ceci résulte de deux choses, les études du GIEC et l'étude Explore 2070 qui avait été conduite il y a une dizaine d'années et qui, dans le cadre du Varenne, est en cours d'actualisation. C'est ce qu'on appelle Explore 2. La conséquence première pour l'agriculture, c'est que moins d'eau sera et est disponible au moment du plus grand besoin des cultures, c'est-à-dire fin du printemps et première partie de l'été. La deuxième conséquence à en tirer, c'est de faire évoluer, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, notre gestion de l'eau. Alors, très rapidement, les réponses apportées par le Varenne. Le Varenne se présente sous la forme de 3 axes stratégiques et 24 mesures. Les 3 axes sont, d'une part, la protection de l'agriculture,
le sujet essentiel, c'est l'assurance récolte qui a été adoptée, qui est en cours de déploiement et qui n'est pas dans le périmètre de compétences de la délégation. Le deuxième volet du Varenne, c'est l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et que faisons-nous à ce titre? D'abord, il y a toute une série de plans d'adaptation qui sont conduits par les différentes filières agricoles avec un appui de France Agrimaire. Comment on évolue face au changement climatique. Nous prolongeons ces travaux par le déclenchement d'une mission du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux qui va porter sur les productions résilientes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des expériences, ça et là, pour développer le miscanthus ou herbe à éléphant, pour développer le lin, pour développer le chanvre. L'objectif de cette mission, c'est d'avoir une vision consolidée au plan national, à la fois agronomique et économique, sur les opportunités de nouvelles cultures mieux adaptées au changement climatique. Il y a tout un travail qui est fait par les instituts techniques des filières fédérés par l'ACTA sur les leviers d'adaptation des exploitations. Et enfin, les chambres d'agriculture fédérées par Chambre d'agriculture France sont en train de terminer la mise au point d'un plan d'accompagnement des exploitations face au changement climatique. L'objectif est de toucher l'exploitation elle-même, de l'accompagner dans les changements à opérer, et il y aura une pré-série, si je puis dire, de 1500 exploitations cette année, l'objectif étant d'être en régime de croisière sur 10 000 exploitations par an. Le troisième axe du Varenne, c'est l'accès raisonné à la ressource en eau. Je vous donne quelques exemples de ce qui est fait. À la fin du mois de juillet, un décret a été pris pour déterminer la méthode sur les volumes prélevables hors la période de basse eau. Comme vous le savez, jusqu'à présent, ce qui était réglementé, c'était les prélèvements en période d'étiage. Là, l'objectif, c'est de le faire pour les périodes où il y a davantage d'eau, tout simplement partant de cette idée que si on a une période sèche beaucoup plus marquée, on a aussi des périodes où l'eau est beaucoup plus abondante, et c'est le moment de pouvoir évidemment constituer des stocks. Ce décret doit être accompagné par une étude qui est pilotée par l'INRAE et l'OFB sur la méthodologie de détermination des volumes prélevables pour permettre l'application de cette réglementation. À la fin du mois de janvier, une instruction complémentaire a été prise sur les plans territoriaux de gestion des eaux. Pour résumer à l'extrême, cette instruction donne au préfet coordonnateur pour chaque PTGE la possibilité, au bout d'un certain délai de débat et d'échange, d'arbitrer, de prendre les grandes orientations pour pouvoir faire déboucher ces démarches PTGE. Nous travaillons aussi sur la réutilisation des eaux usées traitées en industrie. Il y a un projet de décret et un projet d'arrêté qui ne sont pas encore stabilisés, l'idée étant que le décret fixe un cadre d'ensemble et que l'arrêté puisse, après avis de l'ANSES, définir des couples entre l'usage et les précautions à prendre dans la réutilisation des eaux usées traitées. Plus on s'approche de la production alimentaire, plus il faut bien entendu augmenter le niveau de précaution. Le Varenne a permis aussi un soutien aux travaux d'hydraulique agricole, 45 millions d'euros du plan de relance l'an passé, complété par 20 millions
cette année. Il y a également toute une série d'appels à projets et d'appels à manifestations d'intérêt au titre de France 2030. Je voudrais citer un appel à manifestation d'intérêt démonstrateurs territoriaux où il y a deux lauréats qui correspondent au Varennes, un projet d'irrigation dans le sud de l'Hérault et du Gard à partir d'eau usée traitée, et un autre projet beaucoup plus axé sur les nouvelles technologies de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Enfin, il y a un chantier à poursuivre, à développer, qui est celui de l'optimisation des ouvrages hydrauliques existants. Un inventaire par photosatellite a été fait. Nous avons sur le territoire national environ 350 000 réserves de plus de 0,1 hectare de superficie. C'est un patrimoine qui est colossal. Et l'inspection générale du développement durable est en train de travailler sur la méthodologie pour pouvoir utiliser cette masse d'informations dans les territoires. Parce que une fois qu'on a la photographie, il faut savoir qui est propriétaire de l'ouvrage, dans quel état est l'ouvrage, est-ce qu'il y a à proximité ou non des exploitations qui peuvent être intéressées par l'irrigation, comment on gère la relation entre le propriétaire de l'ouvrage et les exploitations, et il y a bien entendu tout l'aspect des conséquences environnementales. Donc voilà quelques exemples de ce qui est fait au titre des 24 mesures du Varennes. Je voudrais conclure en insistant sur un point qui est particulièrement important, c'est que le Varennes, c'est un équilibre d'ensemble, l'équilibre entre la protection de l'agriculture, mais surtout les deux démarches d'adaptation de l'agriculture au changement climatique et d'accès raisonné à la ressource. Le Varennes, c'est l'une et l'autre de ces grandes orientations. Ce n'est pas l'une contre l'autre, ce n'est pas l'une sans l'autre. C'est vraiment cet équilibre d'ensemble, adaptation et accès raisonné à la ressource. Je vous remercie. Merci. Monsieur Chargé. Merci, Monsieur le Président, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Merci de votre invitation à cette table ronde sur les défis posés par la raréfaction de la ressource en eau. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur les enjeux de l'eau et du changement climatique lors du rapport qui a été produit par votre délégation à la prospective. Et vous avez même pu visiter un aménagement hydroélectrique, ce qui est toujours intéressant parce que c'est sur le territoire, en fait, sur le terrain qu'on s'aperçoit de ce qui peut se passer et se vivre sur nos territoires avec le changement climatique et la gestion de l'eau. EDF Hydro, c'est l'entité d'EDF qui gère les aménagements hydroélectriques en France métropolitaine. L'hydroélectricité, et je tenais à le souligner ici, on l'oublie trop souvent, c'est la première des ENR. Donc la première des énergies renouvelables, c'est une énergie renouvelable souveraine, flexible, stockable, donc elle coche beaucoup de cases. C'est sans doute une très ancienne énergie, ça c'est sûr, mais elle a encore de très beaux atouts dans le cadre de la transition énergétique que nous vivons et que la France est en train de mener, et justement pour toutes les qualités que je viens d'énumérer. Par ailleurs, elle s'inscrit dans le temps long de la vie de nos territoires et contribue à leur dynamisme avec l'emploi, la fiscalité, le multi-usage de l'eau, et j'y reviendrai. Et heureusement, vous ne l'avez pas oublié lors des débats sur la loi d'accélération des ENR, puisque vous avez pu contribuer à l'introduire dans cette loi d'accélération des ENR, puisqu'elle n'y était pas, et c'était bien dommage, puisque cette première des ENR n'était pas représentée dans cette loi qui avait pour but de pousser son développement. Et donc pour ça, soyez-en remerciés, et on compte sur vous encore dans cette année 2023 qui est un peu clé sur l'énergie, justement pour la pousser dans les différents véhicules législatifs que vous pourrez avoir à travailler cette année. Son autre spécificité, c'est qu'elle touche à l'eau, qui est un autre bien commun essentiel. Il y a l'énergie qui est un bien commun et l'eau qui est un bien commun, et donc nous sommes hydroélectriciens à la croisée de ces deux biens communs. EDF Hydro gère ainsi pour le compte de la collectivité, puisque ce sont des concessions d'État, quelques milliards de mètres cubes de surface dans les barrages et les retenues en France métropolitaine.
Cette eau qui sert principalement donc à la production hydroélectrique, usage essentiel notamment pour s'adapter aux variations de consommation traditionnelle en journée, mais aussi aux pointes, notamment en hiver. Cette eau sert aussi d'autres usages, l'irrigation, l'eau potable, le tourisme, la navigation sur le Rhin par exemple, mais aussi la préservation de la biodiversité. Nous sommes donc à la croisée d'un certain nombre de chemins et elle contribue au refroidissement des centrales nucléaires, comme Monsieur le Président l'a indiqué tout à l'heure. 2/3 de nos concessions hydroélectriques ont déjà, aujourd'hui, d'autres usages que la production d'hydroélectricité. 2/3. EDF veille en permanence donc à mener la gestion des aménagements hydroélectriques en concertation avec les acteurs locaux de l'eau. Elle participe aux instances de gouvernance et de gestion nationale et locale de l'eau. Elle a su montrer cet été son sens du service public et de l'intérêt général, puisque sur la Durance, nous avons arrêté de produire de l'électricité dès fin février pour permettre justement de restocker Serre-Ponçon et de permettre les usages qui sont importants pour l'été, notamment l'agriculture, puisqu'il y a une forte demande agricole sur cette chaîne Durance. L'hydroélectricité ne consomme pas d'eau, c'est important aussi de l'avoir en tête dans nos réflexions collectives sur le changement climatique. On la retient quand elle est abondante et on la relâche quand on en a besoin. Elle participe donc à l'atténuation des effets du changement climatique. On a eu un été difficile, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Le rôle d'EDF pour accompagner l'État et les collectivités locales a été salué. C'est sans doute la chance pour la France que de bénéficier ainsi d'un acteur hydroélectrique au service de la gestion de l'eau sur les territoires de montagne. EDF a accumulé une expérience de gestion de l'eau qui peut servir dans les temps compliqués vers lesquels nous allons collectivement sur nos territoires. Il nous faut néanmoins intégrer les différentes temporalités de la gestion de l'eau et les différents niveaux de décision entre les différents enjeux de l'eau. Du point de vue énergétique, le stockage derrière les barrages vise à conserver l'eau pour produire principalement l'hiver. Du point de vue des autres usages, cette eau doit être relâchée pour le multi-usage plutôt l'été, même s'il ne faut pas non plus négliger les équilibres offre-demande qu'il peut y avoir l'été, notamment cet été 2022. Nous avons eu plusieurs fois la nécessité pour l'hydroélectricité de produire pour apporter de la puissance au système, notamment en juillet, début juillet. Nous devons ainsi répondre à des enjeux de sécurité du système électrique à la maille nationale, voire régionale, et en même temps répondre à des enjeux de multi-usage de l'eau au niveau local. Concilier ces deux dimensions, eau et énergie, dans des contextes temporels et spatiaux aussi différents, n'est pas chose aisée. Et ça, il faut qu'on l'intègre tous collectivement. Nous avons depuis des années adapté notre gestion pour y faire face. Nous relâchons des centaines de millions de mètres cubes chaque année pour d'autres usages, tout en assurant les besoins de flexibilité du système électrique, puisque c'est la qualité première de l'hydroélectricité. La mobilisation des réservoirs hydrauliques est déjà largement activée. Comme je vous le disais, 2/3 des concessions hydroélectriques ont déjà d'autres usages de l'eau que la production d'énergie. Dans beaucoup d'endroits, le fait que les barrages hydroélectriques servent d'autres usages a ainsi masqué le besoin d'adaptation au changement climatique des bénéficiaires. Nous avons tenu en 2022, dans un contexte doublement inédit, une sécheresse exceptionnelle l'été qui nous a conduit à déstocker bien plus que la normale, 800 millions de mètres cubes, soit en 2022, donc soit 60% de plus que la moyenne 2015-2021. Et plusieurs retenues ont été totalement vidées, à la limite de la vidange. Et en même temps, gérer un risque sur l'approvisionnement en énergie pour l'hiver, puisqu'on s'attendait à un hiver très tendu, ce qui sera encore le cas cette année 2023, puisqu'on s'attend à un été déjà tendu du point de vue de l'eau, et puis on s'attend à un hiver compliqué encore sur l'équilibre offre-demande sur le réseau. Et donc ce qui nous a conduit à devoir constituer en même temps que cette gestion multi-usage de l'eau, des réserves d'eau suffisantes pour passer l'hiver et les pointes de consommation. Dernièrement, il y a aussi des limites, même purement physiques, à l'exercice et leurs éventuelles mobilisations supplémentaires des retenues hydroélectriques ne seront pas une solution miracle. D'une part, parce que nos installations ne sont pas géographiquement toujours localisées là où se trouvent les besoins en eau. Je crois que le directeur de l'eau et de la biodiversité, M. Thibault, l'a exprimé aussi devant vous lors de son audition. D'autre part, parce que les volumes seraient insuffisants en fait, pour couvrir l'ensemble des besoins
ceci étant rendu croissant par les besoins liés au changement climatique. Notre conviction profonde est qu'il n'est pas question de sacrifier une des dimensions, eau ou énergie, au bénéfice de l'autre. Notre défi collectif est bien de réussir de front et la transition énergétique et la gestion durable de la ressource en eau. Pour nous, il est donc nécessaire, et j'en terminerai par là, au-delà de la contribution des réservoirs hydro en régime normal qui continuera de trouver de nouvelles solutions face aux besoins en eau, soit par la sobriété des usages, soit par la constitution de nouvelles capacités de stockage, de continuer à développer l'hydroélectricité pour les besoins du système électrique, notamment parce qu'on aura de plus en plus besoin de flexibilité. Nous considérons qu'il y a encore du potentiel de développement en France et en Outre-mer, que ce soit dans un cadre purement énergétique ou multi-usage de l'eau, Monsieur le Préfet en a parlé, équilibré, comme nos prédécesseurs ont su le faire sur la Durance, qui est un bel exemple où justement, au titre du multi-usage de l'eau, énergie et agriculture, on a construit un bel ensemble. Je vous remercie. Merci. Monsieur Pellegrini. Monsieur le Président, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour, merci de l'invitation à cette table ronde pour des sujets qui nous animent à la Fédération depuis, au moins pour certains de nos adhérents, depuis 150 ans. Donc, je vais essayer de dresser rapidement mon propos liminaire autour de deux idées. Tout d'abord, le constat tel qu'il s'impose à nous, et puis projeter les solutions qui existent d'ores et déjà pour faire face à cette situation extrêmement difficile, et peut-être ouvrir ensuite sur quelques réflexions de fond. Tout d'abord, le constat, je crois que nous ne devons pas nous tromper. L'été 2022 n'a pas été un été exceptionnellement chaud. Je crois qu'on fait face à des périodes sèches de plus en plus rapides, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que l'été 2023, compte tenu de l'état des nappes aujourd'hui en termes de niveau et de l'étiage de nos fleuves, sera tout aussi compliqué. 2022 en France, le chiffre n'est pas complètement encore précis et approximatif, plus de 500 communes en France ont été privées d'eau potable cet été. Et aujourd'hui, nous devons nous anticiper à des sujets extrêmement clairs. Lorsqu'on regarde les projections de Météo France sur certaines parties du territoire et quand on observe l'étiage des fleuves et la concentration de pollution du fait de la baisse du niveau des nappes et l'étiage sévère de nos fleuves, je crois que l'état de la ressource aujourd'hui en France est en danger. Et je crois qu'aujourd'hui, peu de gens peuvent le contredire. S'ajoute à cela un retard structurel d'investissement des services d'eau et d'assainissement, et ce constat a été dressé avant l'été 2022. Nous investissons en France un peu plus de 6 milliards d'euros par an dans les services d'eau et d'assainissement. La filière a fait un travail en 2021 ou 2020, je ne sais plus, pardonnez-moi cette imprécision, qui consiste à dire que nous avons un retard d'investissement d'une quinzaine de milliards d'euros sur les 5 ans qui viennent pour anticiper les effets du changement climatique. Donc, la ressource se raréfie. Le fait qu'elle se raréfie complique énormément les traitements en qualité, puisqu'encore une fois, les concentrations de pollution s'intensifient face à des services d'eau et d'assainissement dont le patrimoine s'érode. Ça, c'est la situation collective que nous devons gérer ensemble. Les solutions existent. Elles sont nombreuses. Tout d'abord, je crois que nous devons être extrêmement prudents sur la qualité et l'efficacité des services d'eau en France. On parle beaucoup, ça a défrayé la chronique, du fameux rendement de réseau, c'est-à-dire ces quantités d'eau que nous perdons en distribuant l'eau dans les réseaux et qui n'arrivent pas au robinet de l'usager. En France, le rendement de réseau est de 80%, c'est-à-dire qu'on perd grosso modo 1 litre d'eau sur 5 dans les réseaux, ce qui est plutôt dans les épures hautes de l'Europe. Néanmoins, ce rendement moyen cache une disparité et une hétérogénéité importante dans les territoires en France. Certains territoires ruraux, semi-ruraux, ont des rendements de réseau entre 60 et 70%, parce que la densité de population n'est pas la même, parce que l'effort d'investissement est encore plus considérable. Donc, cet affichage qui est plutôt cohérent cache une disparité importante
qu'il nous faudra traiter. Là aussi, les solutions existent. Aujourd'hui, un réseau de distribution d'eau en France a une moyenne de vie de 150 ans. Parce que le taux de renouvellement est grosso modo de 0,7%. Or, il faudrait passer à 1,5%, parce qu'on sait très bien que la vie utile d'un réseau en France, c'est plutôt entre 70 et 80 ans. Il faudrait, rien que sur ce sujet spécifique, rajouter 1 milliard par an. Néanmoins, des solutions de digitalisation développées par nos entreprises existent, parce que ce qui est extrêmement important, c'est la connaissance du patrimoine, de manière à savoir où investir, quand et comment, de manière à ce que les investissements soient les plus efficaces. Les Français veulent participer au changement climatique. Là aussi, des solutions existent. Les compteurs d'eau intelligents qui permettent de tracer donc, la consommation d'eau au quotidien, mais qui permettent surtout aux citoyens et aux usagers de se positionner face à leur profil de consommation d'eau et au changement climatique. Aujourd'hui, le sujet de l'eau est un sujet national. Je suis toujours surpris de voir à quel point nos concitoyens ne connaissent pas complètement le cycle de l'eau. Et le fait de les intégrer dans ce dispositif pour leur permettre d'exercer leur sobriété permet aussi de les éduquer sur des politiques publiques qui les concernent. La deuxième catégorie de solutions que nous essayons de pousser, et il semble que nous ayons été écoutés, c'est la réutilisation des eaux usées. La France est un mauvais élève en Europe cette fois, puisque nous réutilisons en France un peu moins de 1% des eaux traitées utilisées, contre 14% en Espagne, 8% en Italie. L'agriculture espagnole utilise très largement l'eau réutilisée pour irriguer son agriculture, de produits d'ailleurs qui sont consommés en France. Les technologies existent, elles sont maîtrisées et nous pouvons les déployer. Nous avons proposé de passer à 10%, ce qui pourrait permettre d'approvisionner de 500 millions de mètres cubes, c'est-à-dire 15% des besoins agricoles, l'irrigation, de manière à pouvoir soulager d'autant la ressource. On parle beaucoup de réutilisation des eaux, mais la réalimentation des nappes est aussi un dispositif extrêmement intéressant qui consiste à réalimenter les nappes l'hiver de manière à faire face au pic l'été. Évidemment, il ne faut pas oublier dans ce dispositif des sujets qui concernent moins nos entreprises, mais qui sont extrêmement performants, c'est la sécurisation d'alimentation entre un système et un autre, puisque la ressource étant locale et les compétences étant locales, aujourd'hui, les systèmes d'eau dans les territoires ne sont pas sécurisés l'un l'autre. Donc là, le gouvernement a débloqué 100 milliards au début de l'été pour s'assurer justement que l'alimentation et la sécurisation de systèmes entre eux fonctionnaient. Je crois que c'est un système extrêmement important, doublé de la désimperméabilisation des sols, de nos villes, de nos territoires, qui doit aussi contribuer à réalimenter mieux la ressource. Donc, des solutions existent pour essayer collectivement de mettre en place des actions performances. Peut-être deux réflexions pour conclure. Aujourd'hui, nous avons en France un système d'eau extrêmement performant qui a fait école et qui a rayonné dans le monde entier. Nous devons non seulement le défendre, mais le pousser de manière à ce qu'il reste la référence dans le monde. Le système de compétences est décentralisé au niveau des collectivités territoriales. L'État, évidemment, légifère et les agences de l'eau font, selon notre point de vue, un travail remarquable de péréquation et de répartition des investissements. Néanmoins, ce système, aujourd'hui, ne permet pas d'avoir une vision programmatique au niveau national de manière à combler les retards et les lacunes et anticiper les effets du changement climatique. Je crois que les constats sont extrêmement clairs. Le Varenne agricole de l'eau a fait un travail remarquable, de même que les assises de l'eau qui l'ont précédé ont fait un travail remarquable. L'idée et l'objectif qui doit être le nôtre, à notre avis, aujourd'hui, c'est de passer de ces constats à l'action, une action coordonnée, synchronisée, qui permette d'anticiper les effets du changement climatique. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, donc je suis Vasquin Andréassian, je viens d'INRAE, je viens plus précisément du E d'INRAE, puisque on a rajouté à ce beau sigle un E lorsqu'il a
absorbé IRSTEA. Et IRSTEA, c'était l'institut qui s'occupait essentiellement de l'hydrologie, de l'hydrobiologie et de beaucoup de questions d'eau. Moi, ma spécialité en tant que scientifique, c'est je suis hydrologue. Et si je viens aujourd'hui pour aborder devant vous les questions de ressources en eau, je dois dire que je suis toujours un peu gêné de ce mot ressources en eau, parce que je pense que la question des ressources en eau scientifiquement est toujours assez complexe malgré l'apparente simplicité et parfois mal posée. Par exemple, monsieur le sénateur a évoqué ces deux chiffres. L'agriculture utilisant 9% des prélèvements, 45% de la consommation. Donc c'est déjà deux chiffres différents. On se dit pourquoi deux chiffres? Et ensuite, on pourrait se dire, mais ce sont des pourcentages qui sont calculés sur quels chiffres? Et en fait, ce ne sont pas des pourcentages qui sont calculés sur une ressource qui est mal définie, ce sont des pourcentages qui sont calculés sur la totalité des écoulements de la France. Et la totalité, et une partie de mon message, c'est que la totalité des écoulements de notre pays ne peut pas constituer ce qu'on appelle une ressource. Car il faut bien, une ressource, c'est bien ce que nous, les hommes, pouvons utiliser. Le fait qu'on qualifie la ressource de naturelle ne change rien à cela. Voilà. Ensuite, si les mots ont une importance, et je pense donc qu'on se trompe souvent en utilisant le mot ressources, on complexifie la question parfois en parlant de ressources souterraines et de ressources de surface. Les ressources souterraines constituent à la fois un stock et un flux. Les ressources de surface, l'écoulement des rivières, constituent essentiellement un flux. Et les ressources souterraines et les ressources de surface ne sont pas indépendantes. Si on néglige, et je pense que c'est négligeable, les ressources souterraines qui alimentent directement les océans, donc, il y a bien sûr des sources dans les calanques de Marseille qui vont directement à l'océan. En réalité, les ressources souterraines sont également en été des ressources de surface. Il n'a pas plu dans notre pays en juillet, et pourtant, dans beaucoup de rivières, il y avait encore de l'eau, pas assez sans doute, mais il y avait de l'eau. C'était l'eau souterraine qui réapparaissait, puisqu'elle est drainée par les rivières. Donc, j'ajouterais encore un niveau de complexité, mais c'est du bon sens. À qualifier l'ensemble des écoulements de ressources, on surestime la ressource mobilisable, puisque lors d'une crue cévenole très intense, où une quantité faramineuse d'eau passe dans les ruisseaux et dans les rivières, cette quantité, elle n'est pas stockable, tout simplement, nous ne disposons pas des moyens de la stocker, et donc elle ne constitue pas une quantité que nous pouvons utiliser. Voilà. Enfin, dans le mot ressource, il y a bien la notion d'utilisation. Et ce qui a déjà été évoqué, c'est bien le fait que l'eau elle est utilisable de nombreuses façons. Et l'eau peut être utilisable quand on la prélève, mais aussi elle peut être utilisable quand on la laisse là où elle est. Typiquement, c'est le cas de la navigation. Si on ne laisse pas un débit qu'on peut qualifier de réservé pour la navigation, eh bien les péniches ne bougeront pas. Voilà. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la possibilité de convertir une plus grande part de l'écoulement naturel en ressources en développant des stockages. Alors, on le fait depuis toujours, et puis on le fait dans le bassin de la Seine, par exemple. C'est une bonne illustration des stockages qui sont réalisés. C'est ceux qui sont faits par les Grands Lacs de Seine et qui ont permis de réalimenter la Seine tout cet été. Nous n'avons pas eu de problème, je pense, ni de production d'eau, ni de navigation sur la Seine, mais c'est bien parce que près de 60% de l'écoulement de la Seine, c'était en réalité un écoulement qui avait été stocké pendant l'hiver et qui était livré à la rivière.
Voilà. Donc, je pense que tout cela est très important et peut-être que certains d'entre vous noteront que je n'ai pas parlé d'écologie. Alors souvent on invite quelqu'un d'INRAE pour parler d'écologie des cours d'eau. Alors c'est parce que je suis gêné par le mot ressources, qui me semble être un mot peu adapté à cela, mais il va de soi que lorsque l'on mobilise les écoulements naturels, il est essentiel d'en laisser une part non négligeable aux écosystèmes aquatiques qui constituent une source très importante de biodiversité à laquelle, je pense, les Français sont très attachés. Merci. Et je vais donner la parole à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rebondir, Monsieur le Président, sur les propos que vous avez tenus en introduction quand vous évoquiez la sobriété nécessaire et la modération de la consommation d'eau à l'échelle nationale, un peu d'ailleurs comme on l'a également au niveau de l'énergie. J'ai deux questions à poser à nos invités, et tout spécifiquement à Monsieur Pellegrini. Une question, Monsieur Pellegrini, sur le gâchis domestique et une question sur le gâchis structurel. En parlant de gâchis domestique, on le sait tous, une simple chasse d'eau défectueuse peut gaspiller jusqu'à 25 litres d'eau par heure. Et il n'y a pas de petit geste quand on est 68 millions à les faire, pour reprendre cette publicité. Et à propos de chasse d'eau, j'avais fait voter un amendement lors du Grenelle de l'environnement à l'Assemblée nationale pour la récupération des eaux de pluie utilisables dans les bâtiments publics pour alimenter notamment les chasses d'eau, car je ne voyais pas l'utilité de gaspiller 5 litres d'eau à chaque utilisation. Ce principe est-il en développement? On avait vu quelques informations là-dessus. Et plus largement, qu'en est-il de la réutilisation des eaux usées en France, qui représente une des solutions d'avenir à la raréfaction de l'eau? Vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur Pellegrini, nos voisins espagnols et italiens sont en avance sur le sujet concernant cette pratique de réutilisation des eaux en sortie de stations d'épuration. On a les techniques. Alors quels sont les freins et les leviers pour activer et démocratiser cette procédure en France? Ma deuxième question porte sur le gâchis structurel. Je lisais dans le JDD donc ce week-end un article de Sébastien Martin, qui est le président d'Intercommunalité de France, et qui expliquait que les sécheresses successives ne font qu'accélérer la détérioration des réseaux. 1 milliard de mètres cubes d'eau se perd en fuite chaque année et nos réseaux souffrent d'un sous-investissement chronique. Au rythme actuel, dit-il, il faudrait 150 ans pour les renouveler en intégralité. Et selon les observateurs, le besoin d'investissement est de 4 milliards d'euros par an à l'échelle nationale. Je voulais savoir si votre fédération, celle que vous présidez, intervient sur le sujet en termes de sensibilisation des élus et d'une façon générale des pouvoirs publics pour faire accélérer ces investissements. La parole à M. Pointereau. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos intervenants d'avoir parlé de l'eau. C'est vrai que c'est dans un contexte de dérèglement climatique, la gestion de l'eau doit être une priorité, non seulement pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour la souveraineté alimentaire. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Alors c'est vrai qu'on est dans une période de raréfaction de la ressource en eau. Depuis quelque temps, on marche sur les eaux, puisqu'on parle beaucoup de l'eau depuis, notamment au Sénat, mais aussi dans beaucoup d'instances, avec le Varenne agricole de l'eau, les tables rondes sur l'eau, les débats dans l'hémicycle que nous avons eus avec les agences de l'eau, le rapport d'information que nous allons mettre en œuvre avec mon collègue Hervé Gillet. On fait beaucoup de constats, mais finalement, on ne transforme pas le verbe en action. C'est vrai que vous l'avez dit, l'état de la ressource en eau est en danger. Mais depuis 30 ans, il faut savoir que nous n'avons plus de politique de la ressource en eau. Depuis plus de 30 ans, on ne s'occupe plus de cette problématique, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Et récemment, on a eu un débat au Sénat et on a un certain nombre à avoir proposé un certain nombre de solutions, alors qui viennent peut-être un peu tardivement, mais il n'est jamais trop tard pour le faire. À savoir, c'est une politique de nouveaux barrages pour le soutien de l'étiage,
de nos rivières. Également relancer l'hydroélectricité parce que c'est un sujet que nous avons évoqué et que M. de Chergé a évoqué. C'est une énergie renouvelable qui ne consomme pas d'eau. C'est le rechargement des nappes par injection. On en parle très peu et ça peut être une solution. C'est la réutilisation des eaux usées, alors qui pose un problème parce que sur le plan financier, quand vous êtes à côté d'une grande agglomération, vous avez un volume suffisant pour faire de l'irrigation sur des cultures en proximité. Mais quand vous êtes dans des campagnes où il y a très peu d'habitants, il va falloir mettre des kilomètres de canalisation pour aller emmener l'eau pour la réutiliser. Et ça a des coûts tout à fait énormes. Après, il y a aussi la désalinisation qui peut être évoquée, et puis aussi la simplification de la mise en place des réserves de substitution, parce que là aussi, on a un vrai problème. On a vu ce que ça pouvait donner, notamment dans les Deux-Sèvres, il y a quelque temps. Donc, à partir de tous ces constats, il faut agir, il faut des moyens financiers importants, et on voit bien qu'aujourd'hui, notamment les agences de l'eau, sont limitées en termes d'investissement, puisqu'on leur reprend dans les poches un certain nombre de financements. Avec le fonds mordant, on n'a pas la capacité d'investir suffisamment, alors que dans le même temps, il y a des priorités qu'on devrait mettre en œuvre. Et mon collègue parlait du milliard de mètres cubes d'eau perdus dans les canalisations. Ça, c'est un vrai sujet. De l'eau, il y en a, mais on en perd déjà 20%. De l'eau qui est traitée en plus, qui coûte cher. Donc il faut qu'on mette des priorités pour financer la réhabilitation de ces canalisations. Parce que ça nous permettrait de récupérer de l'eau, soit pour l'eau potable déjà, ça coûterait moins cher aux contribuables, et puis aussi pour l'irrigation. Donc voilà, il y a des solutions, il y a des priorités. Il y a des exemples à suivre. Israël est un exemple assez exceptionnel parce qu'avec peu d'eau, ils font beaucoup de choses. Et donc, on pourrait s'en inspirer. L'Espagne aussi, mais bon, l'Espagne a maintenant aussi d'autres problèmes pour remplir leurs réserves. C'est un peu compliqué. Moi, ce que je voulais poser aussi comme question, devons-nous faire une nouvelle loi sur l'eau? Parce que la dernière loi sur l'eau date de, si mes souvenirs sont bons, 2006. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à revoir dans ce domaine-là? Et puis, quant au retard d'investissement, bon, je l'ai évoqué, mais c'est le sujet aussi prioritaire. Merci. Je vais donner la parole à M. Gillet, puis à M. Gold, et à Mme Bonnefoy et à M. Favreau. Ce sera les 6 premiers, puis après il y aura... Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'ensemble des intervenants. Vous avez tracé un certain nombre de pistes et de perspectives qu'il nous faudra sans doute creuser encore un peu plus et voir de quelle manière, factuellement, nous pouvons essayer de créer une politique des moyens qui nous permettrait d'aboutir sur un certain nombre de sujets. Je voudrais vous interpeller et peut-être aller un peu plus loin sur quelques-uns, notamment tout d'abord sur l'affirmation de la gestion et de la politique de l'eau dans les politiques d'urbanisme. Il semblerait qu'aujourd'hui, ça soit un axe qui est quand même important et sur lequel il faudrait peut-être avancer d'une manière plus forte. La gestion de l'eau en termes de ressources pourrait s'intégrer aujourd'hui dans le cadre des SCOT et pourrait également, au niveau des PLUI et des PLU, nous permettre de développer un certain nombre de stratégies, notamment sur la gestion du fil de l'eau, la gestion des eaux pluviales par exemple, mais donc bien de prendre la ressource en eau en termes d'accueil des nouveaux habitants comme une stratégie territoriale pour l'intégrer donc d'une manière forte dans les politiques d'urbanisme. Et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore réellement le cas. Et donc là, il y a une stratégie territoriale qui pourrait être affirmée. Concernant les concessions hydroélectriques, un sujet majeur se pose aujourd'hui avec la mise en demeure de l'Europe sur l'évolution donc de ces concessions et la mise en concurrence. Je voudrais également avoir votre avis sur ce sujet-là, puisque de fait, si tel était le cas, il pose bien sûr
l'affirmation et la nécessité de créer des cahiers des charges qui soient respectueux de l'ensemble des soutiens d'étiage et de l'ensemble des disponibilités nécessaires dans le cadre de cette mise en concurrence. Donc c'est un sujet qui est absolument majeur. Sur les concessions hydroélectriques, autre sujet important, c'est le développement des solidarités interbassins. Ça a été un peu évoqué, mais on peut également les affirmer. Ce qu'on ne turbine pas d'un côté peut permettre de créer des lâchures supplémentaires et donc on peut turbiner un peu plus d'un côté pour créer des stocks effectivement qui permettent d'avoir des lâchures utiles en termes de soutien d'étiage. Et donc ces solidarités interbassins sont également un sujet qui est particulièrement important. Vous avez abordé également des questions de sobriété aujourd'hui, de l'usage, qui posent la question d'une part de l'affirmation de la recherche appliquée aujourd'hui sur les techniques agricoles, sur lesquelles on manque de visibilité justement en termes de stratégie. Quelles sont les stratégies aujourd'hui nationales? Comment sont-elles déclinées en subsidiarité pour affirmer une recherche qui nous permettrait d'avancer sur un certain nombre de technologies et de pratiques qui seraient beaucoup plus utiles? Et il y a un manque d'éclairage par ce sujet-là. La tarification différenciée pourrait nous amener également à évoluer vers une forme de sobriété. Est-ce que c'est un sujet qui a été travaillé à différents niveaux? Et puis, je terminerai en termes de gouvernance. Faut-il clarifier aujourd'hui les compétences entre les collectivités territoriales, régions, départements, toutes celles-ci étant membres des syndicats et des comités de bassin? Y a-t-il une évolution en termes de gouvernance pour avoir une meilleure efficacité aujourd'hui? Je vous remercie. Vaste sujet, la clarification des compétences, mais ça va devenir urgent. Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président. Merci aux différents intervenants pour leurs propos. Alors, on assiste depuis plusieurs années à des sécheresses successives avec des débits très réduits dans de nombreuses rivières. Alors, à certaines époques de l'année même, on a des débits qui sont principalement assurés par les rejets de stations d'épuration, ce qui a pour conséquence évidemment la concentration des polluants. Or, les pompages dans les nappes alluviales alimentent une grande partie de nos concitoyens. Alors, on a beaucoup parlé de quantité d'eau, mais peut-être aussi, vous pouvez nous apporter quelques éléments ou quelques ébauches de solutions sur la qualité de l'eau et notamment sur les conséquences de ces concentrations de polluants. Conséquences en termes de traitements nouveaux, certainement, à mettre en place. Conséquences en termes d'obligations d'analyse certainement de plus en plus précises, et puis conséquences aussi en matière de biodiversité dans les rivières et notamment sur la faune piscicole. Merci. La parole est à Nicole Bonnefoy. Oui, merci Président. Je voudrais remercier les intervenants. Et j'ai plusieurs questions. D'abord, malgré des précipitations importantes en janvier, l'Observatoire régional de la biodiversité constate que seuls 14% des nappes phréatiques ont retrouvé des niveaux satisfaisants. Ainsi, mon département, la Charente, est particulièrement touché par le phénomène de sécheresse et de raréfaction de la ressource en eau. Concernés au premier chef les agriculteurs, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, même s'ils disposent de réserves en eau ou de puits, redoutent l'extinction de la ressource et donc de leur activité. Certains ont pris les devants en modifiant leur culture, par exemple en diminuant leur production de maïs, très gourmand en eau, pour plus de blé ou de soja ou du chanvre. Il y a donc un vrai travail à faire pour aider les agriculteurs, d'abord pour connaître les sols et l'état de la ressource, afin de déterminer les conversions et les transitions agricoles à faire. Donc ma question est, ne pourrait-on pas envisager un grand plan d'accompagnement des agriculteurs pour adapter leur culture en vue de préserver la ressource en eau? Des labels, par exemple, pourraient être créés en lien avec les collectivités qui généralisent aujourd'hui des plans alimentaires territoriaux ambitieux, et c'est le cas dans mon département. Donc, quelles sont vos pistes de réflexion pour développer et soutenir les filières à faible impact sur la ressource en eau? Et ma deuxième question concerne les paiements pour services environnementaux qui représentent un levier d'accompagnement inédit pour les collectivités et les agences de l'eau pour anticiper les évolutions climatiques et réaliser la transition agroécologique. Est-ce que sur ces PSE, paiements pour services environnementaux, vous avez étudié les premiers retours des appels à projets réalisés? Je vous remercie pour vos réponses. Merci. La parole est à Monsieur Favreau, puis après on donnera la parole à nos intervenants pour réponse. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Je voulais moi aussi remercier les 4 intervenants. Ma question concernera peut-être plus le premier d'entre eux, Monsieur Vaux, dont le propos m'a paru correspondre plus aux discussions qui animent depuis quelques mois, voire quelques années, le département dont je suis sénateur, c'est-à-dire les Deux-Sèvres. Je voulais d'abord dire que le département des Deux-Sèvres a une particularité géologique, c'est que le nord du département est sur le massif hercynien, le sud est en zone karstique, on est sur du calcaire. Et donc la pratique des agriculteurs qui se trouvent sur le sud, c'est-à-dire sur des zones de grande culture, consiste à faire des forages pour aller chercher l'eau dans des nappes profondes. C'était la pratique qui a été critiquée à juste titre, car les nappes profondes ont du mal à se renouveler rapidement. Donc, on a imaginé le système des fameuses bassines, c'est-à-dire ces retenues de substitution qui consistent à prélever l'eau au moment des périodes de pluie en hiver et au début du printemps dans les nappes de surface, appelons-les les nappes phréatiques, mais je crois que c'est un mot qui peut être discuté, et pour remplir des retenues artificielles assez importantes qui permettent d'irriguer les grandes cultures au moment de la pousse des plantes. Il y a là-dessus toute une polémique. Je pense pour ma part que l'agriculture a besoin d'eau. On peut difficilement empêcher les agriculteurs d'utiliser de l'eau. Je poserai une question sur le mode d'irrigation tout à l'heure, mais je voudrais savoir, parce que le mode qui a été opéré, c'est-à-dire la constitution de ces retenues d'eau et donc l'irrigation des grandes cultures, me paraît quelque chose de normal. Si d'abord, du côté de nos intervenants, il y a une solution différente pour utiliser d'autres eaux, mais la question a déjà été évoquée, mais surtout, puisque ça c'est une question qui n'a pas été évoquée, quel est le mode d'arrosage ou d'irrigation qui leur permet aujourd'hui le plus opportun pour les cultures, puisque c'est vrai qu'on a plutôt des arrosages avec des canons à eau qui dépensent beaucoup d'eau, qui ne sont sans doute pas la meilleure méthode d'économiser cette eau. Voilà les questions que je voulais poser. Merci. Qui prend la parole en premier? Monsieur Pellegrini, parce que vous avez eu quelques questions, je crois, sur l'assainissement, sur bien volontiers l'eau. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Donc, je vais essayer de les aborder. Donc, dans la question de l'efficacité et de la sobriété, il y a évidemment 2 questions. Comment on peut accompagner les usagers dans leur consommation d'eau et comment on peut faire en sorte que les réseaux de distribution d'eau soient plus efficaces. S'agissant du premier volet sur la sobriété, aujourd'hui, les Français sont équipés à 40% de compteurs d'eau intelligents. Ça veut dire que pour le reste des Français, ils reçoivent leur facture d'eau basée sur une relève 1 à 2 fois par an. Donc, autant vous dire que le profil de consommation d'eau et la capacité à infléchir son profil est complètement déconnecté du système de facturation. C'est pour ça que les compteurs intelligents et toutes les applications développées autour permettent de synchroniser à la fois l'usage et la conscientisation. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il est possible, grâce à nos applications, de détecter des paumes de douche non efficientes. Disant, Madame, Monsieur, je vous invite à regarder. Je dis Madame, Monsieur. Je vous invite à changer vos pommes de douche car elles ne sont pas efficientes. Et il y a aussi, et nos entreprises sont extrêmement investies, la distribution de produits hydroéconomes. Les plus jeunes générations adorent. Ce sont ces douches qui changent de couleur. Elles deviennent rouge vif lorsqu'elles durent trop longtemps. Mais encore une fois, tout ça ne fonctionne que si les citoyens et l'usager voient l'effet de leurs efforts dans leur facturation d'eau. Et il y a un usage qui est extrêmement important et qui se développe aussi
Pour certains bâtiments administratifs, c'est les recherches de fuite. Pour les maisons secondaires, pour les bâtiments administratifs où il y a très peu de mouvements le week-end ou certaines périodes de l'année, je pense aux établissements scolaires particulièrement. Donc tout ça, aujourd'hui, est possible. La réflexion peut être de fond que je vous sommets, et je suis loin de l'idéologie régie DSP, le système de facturation des services d'eau et d'assainissement en France repose sur un modèle volumétrique. Je m'explique. Plus on consomme d'eau, comme c'est une division, plus le prix au mètre cube est bas. Donc, comme on s'oriente aujourd'hui vers une conscientisation des usages et que nos entreprises sont toujours poussées à économiser l'eau, ne faut-il pas, et encore une fois, il y a des modèles d'affaires aujourd'hui qui nous sont proposés où nos entreprises sont rémunérées aux économies d'eau qu'elles puissent générer, à la fois dans la distribution et aussi vis-à-vis des usagers. Ça nous paraît une piste extrêmement intéressante. Sur maintenant la réutilisation. Évidemment, la réutilisation est un sujet majeur qui peut se concevoir à l'échelle du bâtiment pour peu qu'on l'anticipe dans, je dirais, l'aménagement immobilier où on peut récupérer des eaux de pluie et puis l'utiliser à l'intérieur du bâtiment de manière assez efficace. C'est beaucoup plus compliqué quand le bâtiment est existant. Et je reviendrai évidemment sur la question de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il est essentiel de prendre en compte les services essentiels dans leur globalité, dans l'aménagement du territoire. Quand on fait un exercice dans nos métiers où on essaye à l'échelle d'un territoire de mailler les différents réseaux, on voit bien qu'il y a une non-convergence manifeste, et je suis évidemment pour, tout comme la Fédération évidemment, à faire en sorte que l'aménagement du territoire prenne en compte les services essentiels, dont l'eau. Sur le rendement de réseau, notre constat aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut évidemment augmenter le taux de renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable. Aujourd'hui, 1 milliard de plus par an nous paraît suffisant, avec 5-6 ans devant nous, pour récupérer le retard que nous avons et de passer à un taux de renouvellement d'1,5% qui correspond à un âge moyen de 75%. La problématique, à mon avis, qui est la nôtre aujourd'hui, c'est la fracture territoriale sur ce rendement de réseau. Encore une fois, l'effort d'investissement va peser davantage sur des territoires où les densités sont très faibles et où l'effort est important. Et on va se retrouver sur un territoire national où les métropoles vont avoir des taux de rendement de réseau extrêmement bons et des prix de l'eau compétitifs, avec des territoires ruraux et semi-ruraux qui vont avoir des prix de l'eau un peu plus chers et des rendements de réseau extrêmement bas. Donc il y a une question de péréquation nationale que les agences de l'eau traitent en partie, qui ne peut pas être traitée au niveau de la collectivité territoriale. Donc ça, c'est, à mon avis, le sujet. Et je rajoute que la connaissance du patrimoine, le patrimoine des services d'eau et d'assainissement est absolument considérable, mais lorsqu'il est invisible et enterré, il est plus difficile à cartographier. Il nous paraît essentiel de mener des efforts importants pour connaître ce patrimoine, de manière à faire en sorte que les efforts d'investissement qui seront nécessaires soient utilisés de manière plus efficiente, à savoir investir le bon euro au bon endroit au bon moment. Et nous avons là aussi de l'innovation et des techniques en fonction du mouvement des sols et puis de certaines caractéristiques géotechniques, mais pas que, pour savoir où rénover en priorité. Mais la rénovation des réseaux, je reviens sur la question de l'aménagement des territoires, suit souvent les aménagements de mobilité, par exemple. Parce que lorsqu'il y a une nouvelle ligne de tram dans un territoire, eh bien on en profite pour faire du rendement réseau. Donc c'est des questions qui sont intimement liées. Faut-il une loi sur l'eau ? C'est à vous, mesdames, messieurs, dans votre sagacité d'y réfléchir. En tout cas, ce que nous constatons, c'est que les collectivités territoriales font face à des défis considérables. La compétence en eau et assainissement fait sens parce que la ressource est toujours locale et il est impossible d'avoir des politiques efficaces parce que les problématiques, les sociologies, l'état du patrimoine est local. Néanmoins, aujourd'hui, ce système a accumulé trop de retard compte tenu de l'accélération du changement climatique. Donc, peut-être qu'un coup de pouce pour accélérer le niveau d'investissement et de passer à une action véritable qui nous protège tous serait la bienvenue. Et sur les questions de qualité d'eau et de traitement, je crois qu'elles sont absolument
considérable. Et là, nous devons avoir la vision d'ensemble du cycle de l'eau. Il y a un projet de directive européenne sur l'assainissement qui est en train d'être discuté par les États membres aujourd'hui. Ce projet se propose de traiter les résidus médicamenteux dans l'assainissement. Les résidus médicamenteux constituent 90%, en gros, des micropollutions. Donc, les traiter dans l'assainissement protègent d'autant, évidemment, la capacité et la ressource en eau. Même si j'ai noté que mon voisin n'aimait pas le mot ressource, mais c'est dans ma sémantique depuis très longtemps. Donc, il faut qu'on ait une vision d'ensemble et nous devons aussi être extrêmement méfiants des polémiques qui consistent sur la qualité d'eau à opposer traitement, prévention. Il faut évidemment faire les deux. Lorsque dans l'Ouest français, nous avons des concentrations en pesticides dans les nappes, la prévention n'y fera rien. Il va falloir amener des capacités de traitement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas protéger la ressource en amont. Donc là aussi, il faut exercer notre discernement territoire par territoire pour faire en sorte de protéger la qualité d'eau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'effet du changement climatique et la raréfaction de la ressource entraînent des sujets induits importants sur la qualité que nous devons faire face. Et je crois que j'ai fini les parties qui me concernaient, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Vaux, peut-être? Vous avez été interrogé sur un certain nombre de sujets. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur deux sujets. Premier sujet, l'accompagnement des agriculteurs face au changement climatique. Deuxième sujet, qui est celui de la performance de l'irrigation. Alors, sur l'accompagnement des agriculteurs, au moment des conclusions du Varenne a été signée une charte d'engagement entre l'État, les chambres d'agriculture et les différentes filières agricoles. C'est en application de cette charte qu'ont été engagés les travaux des plans d'adaptation des filières et les plans territoriaux au niveau régional. Donc ceci, ça nous donne le cadre. Ce dont nous allons avoir besoin dans les temps qui viennent, parce que le Varenne est une démarche évolutive, c'est de synthétiser, de capitaliser tous les éléments d'évolution, d'adaptation qui sont recensés par ces différents travaux, les travaux des filières qui expriment tous d'ailleurs un besoin important de recherche et de recherche appliquée sur l'adaptation. C'est aussi ce que va nous dire le CGAER sur les productions résilientes, et ça va être également la mise en œuvre des leviers d'adaptation qui font l'objet de travaux, comme je vous le disais, des instituts de l'INRAE et de Chambre d'agriculture France au travers d'un groupement spécifique. Donc nous allons avoir besoin de consolider la vision, sans doute pour aller au-delà de l'initiative de Chambre d'agriculture France sur cet accompagnement des exploitations. La performance de l'irrigation, c'est un sujet qui est à l'évidence lié à la question de la sobriété. Le dernier recensement agricole montre que la surface agricole utile irriguée a à nouveau progressé entre deux recensements, 2010-2020, un peu de partout sur le territoire. C'est pas homogène, ça a progressé en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans les Hauts-de-France. L'utilisation d'eau agricole a progressé moins vite que la progression de la superficie irriguée. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension performance de l'irrigation qui a été prise en compte par les agriculteurs. Comment on progresse en passant d'une irrigation gravitaire où on laisse couler l'eau à une irrigation sous pression, mais avec un élément nouveau depuis quelques mois, c'est le coût de l'énergie. Un professionnel me disait il n'y a pas très longtemps, maintenant avant de déclencher la pompe, j'y réfléchis à 2 fois.
Bon, tout ça est lié évidemment aux facturations électriques. On progresse aussi en passant de l'aspersion au goutte à goutte, en irriguant tout aussi bien avec moins de quantité. Et parmi les lauréats de France 2030, je citais la Chambre d'agriculture régionale des Pays de la Loire. Elle est en train de développer tout un programme, j'aime pas trop le terme, mais d'irrigation dite intelligente. En fait, ça consiste à avoir des capteurs dans les champs. Les capteurs analysent le niveau de confort de la plante, trop d'eau, pas assez d'eau, bon niveau d'humidité. Et ça permet de donner à l'agriculteur, à l'exploitant, le signal du moment où il faut déclencher l'irrigation. Pas trop tôt, pas trop tard, le moment exact. Et ça passe par des applications qui arrivent sur le téléphone portable de l'exploitant. Voilà, donc c'est toutes ces gammes techniques qu'il faut continuer à explorer. Ça fait partie évidemment du programme France 2030. Ça fait partie aussi d'une initiative qu'on appelle la 3e révolution agricole, justement pour aller toujours plus loin dans cette performance. Et on voit bien qu'il y a des marges de manœuvre tout à fait possibles. Merci. Oui, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Il y a eu 2 questions de Rémi Pointreau. Une sur les financements des agences de l'eau et le fonds mordant, qui me paraît intéressant. Et puis, est-ce que vous avez... bon, M. Pellegrini a répondu, est-ce qu'il faut une loi? Qu'est-ce que vous en pensez au niveau ministériel? Et puis, je crois que la 3e question, mais il y en a une... Oui. Et puis, la 4e question, c'est est-ce qu'il faut avoir un chef de file? Est-ce qu'il faut revoir quelles sont les collectivités qui pourraient gérer ça? Je pense que ces questions sont importantes. Si vous pouviez nous apporter une petite réponse. Oui. D'abord, sur les PSE, je n'ai pas les éléments, donc je ne peux pas vous répondre, mais je sais que c'est un outil que un certain nombre de collectivités souhaitent mettre en œuvre. J'ai en tête un exemple où il pourrait y avoir des zones d'expansion des crues qui permettraient de l'infiltration et en ayant possiblement un système de PSE pour les agriculteurs qui seraient concernés. Faut-il une nouvelle loi sur l'eau? Bon, il ne m'appartient pas d'y répondre, mais je me suis référé au rapport de la délégation à la prospective qui elle-même ouvre la question. La question n'est pas encore tranchée. Alors après, sur la question des compétences, au fond, c'est la notion de chef de filat des collectivités locales qui est sous-jacente. Il y a peut-être un sujet que j'ai connu d'expérience en zone rurale. C'est vrai que quand on a des tout petits syndicats des eaux, et là on est dans le domaine adduction d'eau potable, on n'est plus dans le domaine, plus seulement dans le domaine agricole, on retrouve les sujets des capacités financières, des capacités techniques et d'ingénierie. On a peut-être intérêt, mais pour moi c'est une question ouverte, à massifier. Pardon. On a peut-être intérêt à avoir des structures un peu plus grosses pour pouvoir conduire des projets, notamment des projets d'interconnexion. Ce que j'ai connu lors des sécheresses 2018-2019, c'était des petites structures qui n'étaient pas interconnectées et qui ont dû recourir à de l'approvisionnement par noria de camions. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces sujets, mais qui ne sont pas tranchés, je dirais, au niveau institutionnel. Peut-être rapidement, Monsieur André, sur les retenues, la question de Madame Bonnefoy, si vous avez quelques éléments, mais assez rapidement, parce qu'on a encore 8 demandes de...
Alors, pour ce qui est de la question des retenues, donc c'est une question qui est très désagréable en général, qui m'apporte en général beaucoup de critiques quand j'y réponds. Donc je vais essayer d'être plus prudent que d'habitude. Ce que je voudrais... Non, en fait, ce sont mes collègues. J'ai des écologues et des hydrologues dans mon unité et ils ne s'entendent pas sur l'opportunité des retenues et donc je fais forcément des malheureux. Voilà. Donc, je voudrais commencer par dire que une bassine, alors c'est un objet mal identifié. Moi, j'ai tendance à dire qu'une bassine, c'est une retenue qui comporte plusieurs digues, plus d'une digue, par rapport à un barrage qui barrerait une rivière. Mais dans ce cas-là, la méga-bassine par excellence, je devrais dire plutôt la gigabassine, les gigabassines, ce sont les retenues des Grands Lacs de Seine. Vous savez que les Grands Lacs de Seine ont 4 retenues, donc une sur l'Yonne classique, et puis 3 retenues en dérivation sur l'Aube, la Marne et la Seine. Et donc ce sont des bassines qui sont en dérivation par rapport aux cours d'eau principaux, qui sont alimentés par un canal de prélèvement et qui restituent l'eau au cours d'eau par un canal à nouveau. Et donc ces bassines, ce qui me frappe en regardant les Grands Lacs de Seine, c'est que ce sont des gigabassines qui sont parfaitement acceptées et qui sont même devenues des points chauds pour les écologues, pour tous les protecteurs des oiseaux. Et donc, je pense qu'une retenue n'est pas condamnée à sa naissance à être quelque chose de démoniaque. Voilà. Ensuite, les bassines des Deux-Sèvres, comme plusieurs d'entre vous l'ont fait remarquer, les Deux-Sèvres, c'est un département qui géologiquement est très... Il y a en gros la première Sèvre, la Sèvre nantaise qui coule sur du granit et la Sèvre niortaise qui coule sur du calcaire. Et ce n'est pas du tout le même environnement géologique. Et les bassines, dans le bassin versant de la Sèvre nantaise, sont alimentées essentiellement par des ruissellements. Enfin, les bassines et puis beaucoup mes collègues m'ont dit qu'il y en avait plus de 11 000 de décomptés. Et il ne s'agit pas de bassines, il s'agit de plans d'eau. Il s'agit de plans d'eau, certains sont très anciens. Et donc, tous ces plans d'eau ne posent pas problème a priori. Ils appartiennent au paysage. Ce qui pose problème, c'est un type de bassine bien défini, c'est le type de bassine qui est alimenté par pompage. Parce que ce type de bassine qui est... La première question que posent ceux qui s'y opposent, c'est pourquoi ne laisserions-nous pas l'eau dans la nappe superficielle? Je pense que vous avez apporté... Enfin, il y a une logique hydrogéologique, hein, mais bien sûr, le fait d'alimenter par pompage est perçu par certains défenseurs de l'environnement comme une intention de contourner les restrictions. Alors qu'il peut s'agir, on pourrait défendre le contraire. Moi, je ne défendrais rien, c'est trop dangereux. Dans mon cas personnel, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'une réserve de substitution qui est alimentée par des écoulements de surface me semble plus acceptable, me semble avoir éventuellement un impact au moment du remplissage plus fort, mais au moins pas d'impact différé, puisque l'impact différé qui est redouté, c'est celui de cette eau souterraine qui est destinée à s'écouler et qui est destinée à rejoindre pour la quasi-totalité des eaux souterraines françaises un cours d'eau avant de rejoindre la mer. Et donc, en fait, c'est ce que je vois, c'est ce que je peux dire. Ce qui semble le plus critiquable dans le cas des bassines, ce sont les bassines qui sont alimentées par pompage. Et ensuite, je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire, puisqu'il n'y a pas de raison pour que les Grands Lacs de Seine, d'ailleurs, font un énorme travail de communication sur l'avantage de leur giga retenue, sur
sur les populations, notamment d'oiseaux. Et je pense que les Grands Lacs de Seine sont très bien acceptés. Il n'y a pas de raison que d'autres ouvrages ne puissent pas être acceptés de la même façon. Ce que j'aurais voulu ajouter, je voudrais ajouter une chose sur les eaux usées, le recyclage des eaux usées. Alors, il faut bien savoir que le recyclage des eaux usées se fait depuis très très longtemps. Mais on faisait du recyclage sans le dire, puisque dès lors que l'on rejette avec une station d'épuration de l'eau dans un cours d'eau, eh bien, en fait, cette eau, elle repart dans le cycle naturel. La seule exception, c'est bien sûr les communes littorales qui rejettent en mer. Mais dès lors qu'on n'est pas dans une commune littorale, on rejette, et ces rejets peuvent être importants. Moi, j'avais à nouveau un chiffre dont on m'a parlé hier, c'est pour cela que je m'en souviens encore. Sur la Sèvre niortaise, il y a plus de rejets de stations d'épuration que de prélèvements agricoles sur le bassin de la Sèvre nantaise. Voilà. Donc, c'est déjà quelque chose d'important. Alors, bien évidemment, comme l'un d'entre vous l'a remarqué, ça peut poser des problèmes de chimie des eaux. Ça a un impact sur l'environnement. Parce que nous savons tous que les stations d'épuration épurent, mais n'ont pas une capacité à épurer en totalité. Et notamment, la question des perturbateurs endocriniens, donc de ces résidus médicamenteux, se pose. Et dès lors que les stations d'épuration ne sont pas capables de traiter ces résidus médicamenteux, eh bien, ils se retrouvent dans les cours d'eau. Et dans les cours d'eau, ils ont un impact sur les poissons, les plus visibles, avec des phénomènes de changement de sexe, mais je pense sur l'ensemble de l'écosystème. Et effectivement, on a du mal à évaluer l'impact de cela. Cela n'empêche que, de toute façon, les stations d'épuration ont besoin, ne peuvent pas stocker l'eau, et elles ne peuvent pas, je pense que ce serait illusoire de dire qu'une station d'épuration pourra avoir un rendement de 100% et produire une eau distillée. Je pense que c'est... Donc il y aura toujours un flux de pollution et il faudra toujours un flux d'eau non polluée pour diluer une partie de ce flux polluant. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis que c'est... Voilà, pratiquement, c'est ce que l'on observe. Merci. Monsieur Chergé. Merci, Monsieur le Président. Je voulais répondre... Monsieur le sénateur Gillet, là, sur ces questions sur les concessions hydroélectriques. Alors c'est vrai que la France fait face à deux mises en demeure de la Commission sur le sujet des concessions hydroélectriques, une en 2015 et une en 2019. Et c'est vrai que collectivement, je pense qu'à la fois gouvernement, les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, se sont emparés de ce sujet depuis quelque temps. Il faut qu'on sorte du statu quo qui existe depuis trop longtemps sur ce sujet et qu'on trouve une solution juridique qui permette de consolider ces concessions hydroélectriques et de faire en sorte qu'on préserve à la fois ce qui relève de la souveraineté de l'eau et de la souveraineté de l'énergie. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de ça, tout simplement aussi parce que si on veut poursuivre le développement hydroélectrique en France, on est obligé de résoudre en fait cette problématique juridique avec la Commission, puisqu'on a un projet qui intéresse Monsieur le sénateur Anglard sur la Truyère, sur un beau projet de développement justement de surpuissance et de stations de transfert d'énergie par pompage. Et on ne peut pas le faire puisque la Commission considère que le projet ne peut pas se faire puisqu'il y a cette mise en demeure qui pend sur la France et qui, pour l'instant, n'est pas résolue juridiquement. Donc, pour poursuivre le développement, oui, nous avons collectivement intérêt à trouver une solution juridique qui protège collectivement nos intérêts français bien compris. Juste pour continuer sur votre question sur le soutien d'étiage et les cahiers des charges, je dirais qu'au-delà de cette question que vous posez très justement au moment du renouvellement des concessions, comment intégrer cette chose-là, je pense qu'en fait la question est plus complexe et vous le savez sur votre bassin Adour-Garonne. En fait, c'est quelque chose qui fait appel à de l'intelligence collective, d'une part, à de la souplesse. Et en fait, des choses se sont mises en place à travers des conventions. Et vous savez qu'avec sur Adour-Garonne, depuis 1993, en fait, donc depuis très très longtemps, EDF a conventionné en fait avec l'ensemble des acteurs et en lien avec l'État
pour faire en sorte qu'il y ait toujours cette optimisation de l'eau, à la fois, comme je le disais en propos introductif, entre l'énergie et le multi-usage de l'eau. Et intelligemment, en 2022, nous avons collectivement réussi à faire face aux problématiques qui se posaient sur la Loire-Garonne. D'une part, pour anticiper ces lâchers d'eau, pour le multi-usage de l'eau, puisqu'il y a eu un besoin d'eau, comme vous le savez, assez plus tôt dans la saison, et de faire en sorte, au moment de l'été, où on a senti que l'hiver allait être compliqué, faire attention à nos retenues qui avaient un coefficient énergétique les plus importants sur ce bassin, pour faire en sorte justement de reconstituer les stocks pour qu'on puisse passer l'hiver sans trop de dommages d'un point de vue équilibre offre-demande énergétique. Donc on voit bien qu'en fait on est capable collectivement, au-delà des cahiers des charges, de concessions, de trouver des équilibres. Et là aussi où je voulais apporter aussi une autre réflexion, et que vous connaissez bien, c'est qu'en fait ça ne se fait pas concession par concession, c'est bien sur des ensembles. Et c'est bien ça ce qui est aussi problématique dans la mise en concurrence des concessions, c'est qu'en fait on perdrait cette optimisation globale par bassin, par vallée, par grande vallée hydrographique, dans laquelle on peut en fait jouer sur les différentes retenues et surtout préserver les retenues qui ont un grand coefficient énergétique qui justement servent à servir la pointe. Pour terminer sur votre question sur la loi sur l'eau, je n'ai pas non plus à me positionner sur ce sujet. Je dirais juste que nous participons, avec M. Pellegrini d'ailleurs, au Cercle français de l'eau qui est présidé par M. Burlot. Et on a eu 3 colloques l'année dernière sur justement cette problématique d'une nouvelle loi sur l'eau, avec pas mal de réflexions. Donc je vous y rapporterai bien volontiers, parce que c'est des travaux qui étaient très enrichissants. Et une des conclusions, c'était surtout de se dire qu'en fait, la politique de l'eau ne doit pas être vue d'un point de vue individuel, autonome. En fait, la politique de l'eau, et on en a parlé plusieurs fois ici, et vos questions en témoignent, elles sont à la confluence d'un certain nombre d'autres politiques, urbanisme, énergie, agriculture. Et donc, en fait, c'est plutôt ça qu'il faut qu'on arrive collectivement à regarder, c'est comment on n'isole pas la politique de l'eau, mais qu'on fait en sorte qu'elle soit à la confluence de l'ensemble de ces enjeux environnementaux, énergétiques, urbanistiques, économiques, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques à travers ce sujet de l'eau. Voilà ce que je voulais juste préciser. Merci. Je vais donner la parole à Madame Filleul. Le Président, ma question concernait la qualité de l'eau et reprend pour partie ce que disaient M. Gold et Mme Bonnefoy, c'est-à-dire que nous avons été très récemment et même aujourd'hui interpellés par les déclarations de l'ANSES qui lance la procédure de retrait du marché du métolachlore, un des pesticides les plus utilisés en France, non seulement parce que nous avons atteint le taux limite fixé par la Commission européenne, mais surtout parce que des mesures intermédiaires ont déjà été mises en place et que les résultats des études menées montrent que malheureusement les résultats ne sont pas satisfaisants et qu'aujourd'hui les eaux souterraines sont encore empoisonnées en quelque sorte par ce pesticide. Alors, Monsieur Vaux, ma question était la suivante. Est-ce que les conclusions du Varenne agricole de l'eau sont encore à la hauteur de ces dégâts causés sur l'environnement? Vous évoquez des chartes, des plans d'accompagnement qui sont certes intéressants et importants et montrent des progrès considérables, mais comment est-ce qu'on va encore au-delà pour être à la hauteur finalement de ces défis qui sont devant nous, cette prise de conscience que l'agriculture contribue largement aux dégâts causés sur la qualité de l'eau et aussi sur la quantité d'ailleurs. Donc comment va-t-on au-delà? C'est la question que je voulais vous poser. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Houllegatte.
Merci, Monsieur le Président. On sait, grosso modo, financer l'eau dès lors qu'elle est une menace. Je pense notamment au PAPI et à GEMAPI, pour lequel on a créé d'ailleurs une taxe. Ça devient de plus en plus complexe dès lors que l'eau est un bien de consommation. Et on voit très bien dans les budgets annexes où l'eau doit financer l'eau. Alors ma question est simple, comment faire face à ce mur d'investissement, notamment pour la performance des réseaux et la réduction des fuites? 15 milliards, vous le disiez, Monsieur Pellegrini, d'ici 5 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un peu ce qui a été fait dans le domaine de l'énergie à travers des contrats de performance énergétique? Le contrat de performance énergétique, ça permettait à un investisseur tiers de se rémunérer, entre guillemets, d'investir, mais de se rémunérer sur une part de l'économie produite d'une certaine façon. Est-ce que ce système vous paraît transposable à l'eau et sinon, quelles sont les autres pistes que l'on pourrait envisager? Merci. La parole est à Mme Préville. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants. Alors moi, je voulais revenir sur une problématique qui a été évoquée par Monsieur Bruno Dechergé, à savoir sur les potentialités que vous avez évoquées sur la création de STEP, c'est-à-dire de stations de transfert d'eau par pompage, et qui permettraient justement de pallier à notre besoin d'électricité. Est-ce qu'il y a, puisque vous avez évoqué le projet Lot-Truyère, je suis sénatrice du Lot, donc voilà, j'en connais un petit peu aussi, est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons qui pourraient être mis en œuvre? Est-ce que cela correspond à nos besoins de créer ces stations, puisque je rappelle à mes collègues, puisque ce n'est pas peut-être évident d'avoir compris ce que c'était exactement, c'est quand on a un surplus d'électricité, de pomper l'eau pour la mener en altitude, à une altitude supérieure, ce qui est un stockage de l'électricité en fait, et quand on en a besoin après de l'électricité, de refaire tomber l'eau en quelque sorte par gravité pour obtenir la mise en œuvre d'un alternateur qui produira l'électricité. Donc c'est un stockage en fait d'électricité, à la fois un stockage d'eau mais un stockage d'électricité qu'on a assez peu mobilisé jusqu'à présent. Pour ma part, j'ai déposé régulièrement dans les projets de loi de finances des dispositifs pour qu'on puisse mettre en œuvre plus facilement par des différentes subventions, etc. Donc, en pure perte, pardon pour l'instant. Alors, ma deuxième question, c'est, et en écho avec mes collègues, nous avons constaté, le constat est là maintenant, sur, évidemment, cette qualité de l'eau qui se dégrade. Et j'ai participé à un colloque dans le cadre du comité de bassin à Dour-Garonne l'année dernière sur cette qualité de l'eau, et j'ai été évidemment effarée par ce qu'on nous a appris lors de ce colloque, à savoir qu'il y a de nouvelles entités chimiques qui sont introduites régulièrement et que nous avons dépassé la 6e limite planétaire à ce sujet-là. Donc, pour l'instant, les constats qui sont faits, c'est qu'on a un certain nombre de molécules qu'on doit rechercher, mais en fait, on en a bien, bien plus. Et évidemment, ce qu'on ne cherche pas, on ne va pas le trouver. Donc, on a des problèmes à venir colossaux à gérer. Donc, on est dans une espèce de fuite en avant à ce sujet-là, sur justement un manque de régulation sur les nouvelles entités chimiques qu'on utilise. Donc, comment faire pour gérer cette concentration de micropolluants que nous avons? Et enfin, une dernière remarque que je voulais faire, puisque comme la plupart de mes collègues, je rencontre souvent, je suis toujours conseillère municipale dans ma commune, et nous avons une régie municipale, je voudrais appuyer sur le fait qu'il nous faut faire confiance à nos élus, et notamment aux communes qui sont en régie, avec des adjoints qui gèrent, qui connaissent les réseaux, mais malheureusement, et j'appuie là-dessus, ces dernières années, le manque de subventions disponibles pour justement refaire les réseaux. Et beaucoup de petites communes sont à la peine, alors qu'elles savent très bien ce qu'elles devraient et pourraient faire, parce qu'elles ne bénéficient pas de subventionnement. Voilà, je voulais juste dire. Merci. Je vais donner la parole à Jean Passy. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour les réponses que vous avez déjà apportées à mes collègues et qui ont éclairé un petit peu ma lanterne. Je voudrais poser 2 questions complémentaires. Une première sur la réutilisation des eaux de STEP.
est-ce que les normes que nous mettons en place au niveau national ne sont pas prohibitives par rapport à celles qui sont appliquées dans les autres pays, puisque vous dites que nous sommes particulièrement en retard par rapport à l'Espagne et au Portugal. Est-ce qu'on a besoin de la même qualité d'eau quand on fait un arrosage par aspersion ou bien de façon gravitaire, quand on arrose du maraîchage ou qu'on arrose par goutte à goutte des pieds de vigne, voilà, est-ce qu'il ne faut pas faire des distinctions? Voilà, c'est une première question. Et la seconde, plutôt pour vous, monsieur, par rapport aux barrages et aux productions d'électricité et à la régulation de l'eau, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lier, par exemple, à la production d'énergie renouvelable, tel qu'un parc photovoltaïque qui produit de l'électricité au moment où on n'a pas nécessairement besoin de cette électricité en maximum, qui pourrait être renvoyée au niveau des barrages pour remonter de l'eau. Et cette eau servirait à ce moment-là à reproduire l'électricité au moment où on en a besoin, le matin et le soir. Dans le Verdon, avec la succession de barrages, ce serait particulièrement efficace. Ça permettrait de continuer à produire de l'électricité et de réserver la quantité d'eau qui est nécessaire pour le reste de la rivière, de l'utilisation de la rivière. Merci. La parole est à Martha de Simon. Merci Président et merci à nos intervenants de ce matin qui nous éclairent sur un sujet, sur le sujet de l'eau, qui est un marqueur très important aujourd'hui sur tout le volet changement climatique. Également qui soulève des vraies questions d'enjeux, que ce soit d'un point de vue qualité ou d'un point de vue quantité. On l'a bien vu à travers vos interventions et questions de mes collègues. Moi, je souhaitais revenir plus précisément sur l'intervention de M. Pellegrini dans vos propos introductifs. Vous avez évoqué le besoin, selon vous, d'abonder le budget de l'État sur le sujet de l'eau. Je ne sais pas si j'ai retenu le bon chiffre, si vous pouviez nous le rappeler. Et notamment, je voulais savoir ce que vous mettiez dedans, pardon de poser la question sous cette forme-là, puisqu'on a évoqué le sujet du recyclage de l'eau. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, toutes nos capacités, vous nous avez donné quelques chiffres par rapport à un parangonnage européen, ce que certains États voisins font déjà et récupèrent en réusage de cette eau-là. Je voulais savoir si vous comptiez également dans le budget, dans le montant que vous avez partagé avec nous, également tout l'aspect du patrimoine autour de l'eau, et je pense au patrimoine enterré, donc avec toutes les fuites. Donc est-ce que cela suppose dans votre esprit une prise en charge de l'État sur un volet qui aujourd'hui quand même est très prégnant également pour nos collectivités? Et puis aussi sur le dernier volet que les uns et les autres vous avez partagé avec nous sur la partie prévention. Donc d'une part, si vous pouviez nous redonner le montant, comment vous l'estimez-vous, comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là, et selon vous, qu'est-ce qu'il comprend en réalité, pour qu'on arrive à avancer sur ces sujets éminemment importants. Je vous remercie. La parole est à Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais à mon tour féliciter les différents intervenants sur le sujet, et puis remercier Monsieur le chargé d'avoir cité, n'est-ce pas, la vallée de la Truyère et rappeler ici le travail que nous avons réalisé depuis 12 ans environ sur la vallée de la Truyère et la vallée du Lot, notamment sur le fait que faire des barrages, ce n'est pas forcément un gros mot, un. Deux, que finalement, territorialement, ça peut être un objet de développement, bien sûr économique, mais aussi touristique. Et le travail qui a été fait au travers de la route de l'énergie, n'est-ce pas, avec une mise en résonance des barrages qui sont faits donc, dans le Massif central avec les barrages qui sont faits dans les Pyrénées, en résonance à Toulouse, n'est-ce pas, ont permis à la métropole et aux petits Toulousains de découvrir l'intérêt de l'énergie hydroélectrique et de ce qui va avec. Ma question portait sur le renouvellement des concessions hydroélectriques. Ça a été déjà soulevé et demandé par plusieurs collègues. Ma question, elle était par rapport au rapport que les magistrats de la Cour des comptes viennent d'envoyer, n'est-ce pas, à Madame le Premier ministre sur ce sujet, en disant un certain nombre de choses. Premièrement, qu'il y avait
que la France conduit ce sujet depuis 30 ans de façon chaotique, c'est les mots qui sont utilisés, que le calendrier d'échéance donc est important. Il rappelle dans ce rapport qu'il y a 340 installations entre 2003 et 2080 qui vont être renouvelées, et donc que 38 concessions à ce jour sont échues et pas renouvelées, et poursuivre leur exploitation sous le régime dérogatoire des délais glissants. Donc il faut un certain nombre de recommandations par rapport à l'Europe, et moi je voulais savoir ce que vous pensez du référé de la Cour des comptes, donc du 6 février 2023, qui alerte à la fois ce que je viens d'indiquer sur le gouvernement sur les conséquences de sa gestion chaotique de l'ensemble du parc hydroélectrique qui se dégrade et qui ne peut pas jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique. Et puis partagez-vous l'avis de la Cour des comptes qui, dans ce même référé, indique qu'il est préférable que d'opter pour la statut de la quasi-régie pour la gestion des concessions hydroélectriques plutôt que la mise en concurrence voulue par Bruxelles. Merci. La parole est à Guillaume Chevrolier. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants qui ont déjà abordé beaucoup de sujets par rapport à la gestion de l'eau face au changement climatique. Moi, je voudrais revenir sur le sujet de la table ronde, raréfaction de la ressource en eau et qualité de l'eau. Ça a été souvent exposé par les collègues. Moi, je voudrais insister sur qualité de l'eau du robinet. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur la qualité de l'eau du robinet? Également, un autre point sur le prix de l'eau dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et en jeu. Ça a été un petit peu abordé au travers du modèle volumétrique. Est-ce que vous pouvez développer sur ce qui pourrait être proposé, puisque pour être économe, ça peut aussi dépendre d'un facteur coût, un facteur prix. Et quelle réaction par rapport à une proposition de la création d'une agence nationale de l'eau qui aurait pour mission de péréquer un petit peu le prix de l'eau afin d'éviter que l'eau ne soit pas chère en ville et chère à la campagne. Et ma deuxième question s'adresserait directement aux représentants d'EDF par rapport à cette question de l'hydroélectricité. Et vous avez indiqué le potentiel, alors c'est pareil avec la baisse des débits des cours d'eau et son impact bien sûr sur vos activités, mais en l'état, vous avez évoqué des études sur des nouvelles installations. Est-ce que vous pouvez aussi développer combien vous avez d'études en cours, combien de projets seraient prêts à être éventuellement mis dans le débat public? Merci. Merci. Il n'y a plus de questions, donc je vous laisse le soin de répondre tout en sachant qu'il faudrait qu'on ait terminé à midi parce qu'on a un ordre du jour complémentaire. Donc il faut que l'on traite. Merci. Je me lance rapidement sur l'hydroélectricité, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. D'abord, vous dire que, en fait, sur les steps, pour vous répondre, Madame la Sénatrice, vous avez tout à fait raison et vous avez très, très bien décrit ce que c'était qu'une station de transfert d'énergie par pompage. En fait, on s'aperçoit que nos stations de transfert d'énergie par pompage, donc 5 gigawatts aujourd'hui en France, sont très, très sollicitées. Ça veut dire qu'en fait, ce besoin de flexibilité est avéré, entre guillemets, puisque nous avons une usure de nos turbines, de nos stations de transfert d'énergie par pompage qui sont très importantes. Donc ça montre bien qu'il y a une sollicitation très importante de ces machines, ce qui montre bien qu'il y a un besoin très important de cette flexibilité et on pense que cette flexibilité, ce besoin de flexibilité et donc de stockage, dont vous avez plusieurs parlé ici, va être de plus en plus important. Et ça me permet de répondre aussi à votre question. Il y a beaucoup d'études en interne et on est en train de mener un projet justement de couplage entre ce qu'on appelle les énergies renouvelables variables et justement l'hydroélectricité qui, elle, fait plutôt le stockage, la flexibilité. Et notamment sur la chaîne Durance, il y a pas mal d'études sur ce volet-là, donc on pourra éventuellement en parler en aparté. Mais donc c'est vraiment des sujets sur lesquels on innove énormément pour faire en sorte que l'hydroélectricité, qui est une vieille dame, puisse continuer à prospérer et à continuer à apporter tout ce qu'elle peut apporter dans cette transition énergétique dont je parlais. Juste pour vous dire qu'on a de nombreux projets
Mais comme je le disais, tout ça c'est lié en fait à la résolution de la mise en demeure de la France sur le sujet hydroélectricité. Donc là, il faut qu'on arrive tous collectivement à sortir de cette chose-là. On a de nombreux projets. Le RTE, donc dans son futur énergétique, le rapport qu'il a sorti l'année dernière, a bien indiqué qu'il y avait un grand besoin de flexibilité et qu'il y aurait un grand besoin de flexibilité et a chiffré déjà, d'ores et déjà à 3 gigawatts le besoin donc de cette flexibilité. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, Madame la sénatrice, ça serait dommage de passer à côté de ces batteries liquides énormes, géniales, que la France a. Elle n'a pas besoin d'importer aucun matériau. On a tout, en fait, et la chaîne, en plus, la chaîne industrielle est essentiellement française et européenne. Donc on a quelque chose là sous la main qui est sensible et très important et sur lequel on peut aller. Et nous poussons avec les autres hydroélectriciens le chiffre de 1,5 gigawatt de STEP à horizon 2033. Donc on voit qu'on a des projets, nous, dans les cartons qui ne demandent qu'à être réalisés rapidement, si tant est qu'on puisse y aller. Et sur la question sur la Cour des comptes, je ne me prononcerai pas. La Cour des comptes a fait un référé auprès de la Première ministre. C'est au gouvernement donc de s'exprimer sur ce référé. Il n'empêche que je répondrai en biaisant, en disant que c'est sûr que toute solution, sauf la mise en concurrence, et pour EDF forcément une bonne solution. Après, il y a plusieurs possibilités et donc au gouvernement en lien avec vous les parlementaires de trouver la solution qu'il mérite. Voilà, vous avez fait la transition à passer directement la parole au représentant du ministère. Bien, je vais répondre donc aux questions qui ont été posées sur le domaine agricole. Sur l'aspect gestion quantitative, gestion qualitative de l'eau, il y a à l'évidence un lien dans la réalité. La délégation interministérielle, c'est une petite structure de 4 personnes. Nous avons une feuille de route qui a été fixée par un décret qui est la mise en œuvre des conclusions du Varenne, les 3 axes et les 24 mesures. C'est vrai que ces conclusions sont très essentiellement orientées sur la gestion quantitative. Ça ne veut pas dire que le qualitatif ne soit pas géré, mais il est géré dans d'autres structures administratives que la délégation. Je pense pour le ministère de l'Agriculture à la Direction générale de la performance économique et environnementale des exploitations, mais il y a aussi la Direction de l'eau et de la biodiversité. Ma mission a été fixée pour 3 ans, donc 2022-2025. À l'issue, je dois rendre un rapport aux 2 ministres qui sont mes 2 autorités, ministre de la Transition écologique, ministre de l'Agriculture. Ça sera aux autorités gouvernementales de décider, le moment venu, s'il y a lieu de poursuivre cette mission et s'il y a lieu de l'étendre à des sujets autres que le cœur de sujet qui est le programme du Varenne. Sur la qualité des eaux de réutilisation, on a un point de vigilance à avoir, mais je dirais qui est universel, qui concerne la France, mais qui concerne tous ceux qui utilisent cette technique, c'est de prévenir le passage de résidus qui se trouveraient dans l'eau vers la production alimentaire qui en résulte. Alors, c'est vrai que c'est une situation au cas par cas. Ce qui sort d'une station d'épuration à un endroit n'est pas forcément ce qui en sort à un autre, mais en tout cas, on doit rester dans cette logique de prévention. Il y a un élément aussi qu'il faut introduire, c'est pour ça que je disais que c'est un cas par cas. Ce sont les situations où les stations d'épuration contribuent largement au débit d'étiage de certains cours d'eau. Donc là, c'est un équilibre à avoir.
il faut prendre en compte, et c'est un sujet qu'on n'a peut-être pas suffisamment exploré actuellement, le coût de production du mètre cube d'eau réutilisée. Parce évidemment, plus on augmente les exigences, plus ce coût est élevé. Et par exemple, en sortie d'industrie alimentaire, souvent le traitement se fait par la technique dite osmose inverse. C'est la technique qu'on utilise entre autres pour le dessalement de l'eau de mer et qui est très coûteuse en énergie. Donc c'est un des éléments de l'équilibre à prendre en compte. En tout cas, le sujet réutilisation est clairement identifié. Nous sommes en train d'y travailler et l'objectif, c'est bien entendu d'accroître la part de cette ressource complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pellegrini. Merci de me redonner la parole. Sur la question du financement de ce retard d'investissement ou des investissements complémentaires, elle est évidemment centrale. Je crois qu'il y a plusieurs réponses qui peuvent être données. Tout d'abord, nos entreprises sont tout à fait prêtes, elles le font déjà, à avoir des modèles de contractualisation avec les collectivités territoriales qui nous récompensent au rendement et aux résultats. Aujourd'hui, dans bon nombre de nos contrats, en fait, les investissements sont à notre charge, risque et péril, et on s'engage sur une amélioration de rendement de réseau, ce qui fait en fait que les investissements sont choisis, étudiés et analysés, et que les entreprises peuvent s'engager très largement sur une amélioration significative du rendement de réseau. Il y a d'autres types d'indicateurs opérationnels qui peuvent aussi nous permettre d'améliorer significativement la qualité du service et qui peuvent nous permettre d'être rémunérés. Donc tout ça est très ouvert. En tout cas, il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Il y a une palette de modèles de contractualisation possibles qui nous permettent de nous exprimer. Il faut simplement qu'on réponde à la volonté de nos clients. Dans un contexte où on accumule des retards d'investissement, le plafond mordant, la capacité à écréter au-delà d'un certain niveau, est difficile à comprendre. Je ne peux pas vous en dire plus. Sur la question du tarif, je crois qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, aujourd'hui, la tarification progressive n'est pas toujours de mise. La tarification progressive, c'est celle qui consiste à ce que les gros consommateurs payent davantage. Lorsque vous remplissez une piscine d'eau l'été, il peut paraître raisonnable de payer son eau un peu plus cher que les 30 premiers mètres cubes qui servent aux besoins essentiels. Encore une fois, la tarification est aujourd'hui une compétence des collectivités territoriales et elles la définissent en fonction de leur volonté politique et de leur sociologie. Je dis simplement que la tarification, l'ingénierie tarifaire est quelque chose que nos entreprises savent faire et qui est à portée de main pour savoir aujourd'hui comment faire. Juste peut-être pour faire le lien avec le prix de l'eau, parce qu'on n'en a pas parlé, le mètre cube d'eau en France coûte 4 € en moyenne. Merci. Il est de 5,50 en Allemagne. Je compare à des systèmes où l'eau paye l'eau, ce qui représente 0,8% du budget des ménages. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire extrêmement attention aux foyers qui ne sont pas capables de faire face à ce besoin essentiel. Il faut d'ailleurs les accompagner. Nos entreprises ont proposé de généraliser ce qu'on appelle le chèque eau. Il y a d'autres dispositifs sociaux pour accompagner. En tout cas, ce prix nous semble raisonné et raisonnable. Et enfin, je crois qu'il y a d'autres modèles aussi de financement. Je vous parlais il y a quelques minutes du projet des rues européens sur l'assainissement. Il propose d'intégrer le principe de REP, c'est-à-dire de pollueur-payeur, très largement utilisé dans le recyclage des déchets, qui pourrait là aussi consister à capter des sources de financement additionnelles pour investir et protéger cette ressource en eau. C'est en tout cas une question que pose l'Europe qui nous paraît extrêmement intéressante. Sur la réutilisation des eaux usées, évidemment, nous, on propose de systématiser dans les plans territoriaux de gestion de l'eau l'analyse de tous les projets de réutilisation. Il n'y a pas de sujet, à notre avis, sur le littoral. Et évidemment, les STEP ou le rejet des stations d'épuration participent à l'étiage des fleuves, mais il ne s'agit pas de réutiliser 100%. Il s'agit de réutiliser une partie pour les services industriels
des besoins des propres steppes et pour les besoins des collectivités territoriales. Et là où la question est intéressante et où la législation de mars 2002 ouvre la porte à quelque chose d'intéressant, c'est que nous devons adapter la qualité d'eau aux usages. Il est évidemment normal de considérer que l'eau pour l'irrigation doit être de l'eau potable ou proche. En revanche, quand on nettoie la voirie, quand on arrose les espaces verts ou pour des usages divers et variés industriels, on peut très bien adapter la qualité d'eau. Et quand on pense à adaptation de qualité d'eau, on pense évidemment à des modèles économiques qui sont plus compétitifs. Donc tout ça doit être évidemment légiféré au niveau régional, territorial, de manière à trouver les bons équilibres. Aujourd'hui, juste pour parler un peu des barrières qu'on vous demande de nous aider à lever, il faut 10 ans pour mener à bien un projet de réutilisation des eaux usées. Là aussi, on a fait un certain nombre de propositions, notamment le guichet unique au niveau du département pour faciliter les démarches administratives, des périodes d'expérimentation qui soient plus longues. Je pense que sur le plan administratif, on pourrait faire les choses de manière un peu plus souple, rapide et flexible. C'est en tout cas ce que nous proposons avec un observatoire national qui pourrait s'exprimer sur la qualité des eaux réutilisées de manière à afficher une transparence complète vis-à-vis de tous les usages. Donc c'est des choses que nous avons proposées et qui, à mon avis, sont tout à fait pertinentes. Sur les retards d'investissement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra revenir vers vous. Les 15 milliards de retard que nous, 15 à 17, en fonction des estimations, c'est la filière française de l'eau, c'est sur les 5 prochaines années. Il y a 2 gros volets, la sécurisation, donc ça intègre le renouvellement des canalisations de distribution d'eau, la mise en conformité quand même de nos usines d'assainissement qui ne sont pas conformes, l'interconnexion des systèmes entre eux, ça c'est pour la sécurisation, et sur la qualité santé-environnement, c'est la qualité améliorée des eaux rejetées dans le milieu, c'est l'amélioration de la qualité de traitement des usines de production d'eau potable compte tenu de ce qu'on constate sur la ressource, et c'est les réseaux et l'amélioration de la qualité des eaux pluviales rejetées. Vous savez qu'il y a une directive qui nous impose de ne pas rejeter, sans les avoir traitées, les eaux pluviales dans le milieu à hauteur de 5%. Bon, je crois qu'il y a 55% des collectivités qui sont non conformes. Donc ça englobe beaucoup de choses pour essayer de mettre à niveau, encore une fois, les services et les réseaux d'eau et d'assainissement en France. Sur la qualité d'eau du robinet, c'est évidemment une compétence qui ne nous appartient pas, elle appartient au service de santé de l'État. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'eau en France est conforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à une réglementation qui s'inscrit parmi les meilleurs standards mondiaux. Et voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Bien, merci. Bien, on va clore cette table ronde. Merci aux intervenants. On voit bien à travers les questions, à travers les réponses, qu'il y a un immense chantier qui s'ouvre devant nous, hein, parce qu'il faut à la fois qu'on réussisse à trouver des solutions pour effectivement que l'eau, qui devient un produit rare, eh bien, ne devienne pas un produit que l'on n'ait plus. Et puis, il faut aussi qu'on ait une eau de qualité, hein, et je pense que les traitements sont très, très importants. Parce que même, effectivement, comme vous l'avez dit, si c'est pour arroser ou nettoyer, peut-être qu'on n'est pas obligatoirement avoir besoin de l'eau vraiment de qualité, mais on ne peut pas rejeter dans des sous-sols karstiques, comme le disait notre collègue Favreau tout à l'heure, des eaux qui ne sont pas de bonne qualité et qui finissent dans nos rivières et qui polluent nos rivières. Voilà, donc il y a un beau chantier qui est ouvert sur le problème de l'eau, et il y a des questions auxquelles nous essaierons, nous, de répondre, à savoir s'il faut une nouvelle loi, s'il faut effectivement répartir les compétences et voir qui aura la compétence de ce sujet. Je crois que c'est des sujets qui sont fondamentaux, qu'il faut vraiment réfléchir et qui ne doivent pas être tabous, qui vont être difficiles à résoudre, mais qui ne doivent pas être tabous. Merci pour votre participation.